Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, ces tutoriels, ces déballages et comparaisons, critiques aussi d'équipements high-tech tels que les drones, les appareils photo ou encore les téléphones portables lui ont valu des millions de vues sur Internet. Il s'appelle Romain Lannéry, on découvre son portrait dans un instant. Et puis à la idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel est l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'une exposition qui fait l'actualité en ce moment. Elle est signée Maurizio Cattelan et ça se passe au Centre Pompidou à Metz. On fait un petit tour tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre grand sujet du jour, vous savez, avec les résultats de Parcoursup qui sont tombés il y a quelques jours. 83% des lycéens déclarent avoir vécu Parcoursup justement comme une source de stress. Alors dans un système où l'orientation se résume trop souvent encore à une course contre la montre, comment aider les jeunes à faire des choix plus sereins, plus éclairés aussi? On explore les pistes aujourd'hui pour réinventer l'accompagnement scolaire et l'orientation avec notre invité aujourd'hui, Davy Depay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le CEO de Sensei et justement vous aidez les jeunes de plein de manières différentes. On va en parler dans un instant, juste après le focus. Avec plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et sur Internet, ce jeune monégasque n'a pas fini de nous faire découvrir les dernières innovations et technologies en vogue. Passionné de technologie, justement, Romain Lannéry vulgarise sur sa chaîne YouTube Le Monde de l'High-Tech. Il est notre portrait d'influenceur du jour, signé Dylan Coller. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je suis en pleine forme. Bienvenue dans l'univers de la technologie. Nous vous emmenons à la découverte de Romain Lannéry, le youtubeur qui fait autant vibrer les écrans que les neurones. Ce jeune monégasque, passionné de tech, compte plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, créée en 2013. Son secret? Un savant mélange d'expertise, de pédagogie et surtout d'humour. Chaque semaine, il décortique pour nous les dernières nouveautés high-tech, entre smartphones, ordinateurs et gadgets en tout genre. Depuis peu, il réalise également des interviews de personnes influentes du secteur de l'innovation. Aujourd'hui, on est en Suisse pour rencontrer Mark Howler. Après plus de 20 ans au sein de Infomaniac, il est aujourd'hui le CEO de cette entreprise qui propose des solutions d'hébergement web, de streaming, de marketing. On a pu parler de son parcours depuis 2004, du business que font les géants de la tech avec nos données jusqu'à la vie privée, si celle-ci existe encore. Et si vous pensiez que la technologie était réservée aux geeks, eh bien détrompez-vous. Romain rend accessibles les sujets les plus complexes au plus grand nombre. Toujours avec une énergie débordante, il nous entraîne dans ses vidéos comme si nous y étions. Ses revues sont claires, précises et toujours agrémentées d'une pointe d'originalité. Romain Lannéry incarne une nouvelle génération d'influenceurs tech, alliant expertise, accessibilité et authenticité. Alors si vous êtes en quête de découvertes technologiques ou simplement curieux d'en savoir plus sur le monde numérique, nul doute que cette chaîne saura vous captiver. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Salut! Allez, autre chose maintenant, c'est un sujet qui fait évidemment débat au sein des familles et notamment depuis quelques jours avec les résultats de Parcoursup. Si on pensait l'orientation scolaire un petit peu autrement, comme un vrai projet personnel, au-delà des cases et des listes, alors que les attentes et les exigences s'accumulent, le besoin d'un accompagnement plus précoce, plus professionnel aussi, se fait sentir par les jeunes. Focus alors aujourd'hui sur les nouvelles méthodes et méthodologies qui pourraient bien transformer la façon dont les jeunes choisissent leur avenir. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec notre invité, bien sûr, Davy Depay. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le CEO de j'allais dire Parcoursup, mais pas du tout, de Sensei. Et justement, vous êtes là parce que Parcoursup fait l'actualité ces derniers jours et au-delà de ça, ces derniers mois, comme chaque année. Alors racontez-nous ce que vous faites avec Sensei pour justement accompagner les jeunes. Alors Sensei, on est spécialisé dans la mobilité professionnelle. En réalité, on accompagne des gens à trouver ce pourquoi ils sont faits et surtout trouver le métier qui les fera vibrer. C'est un petit peu la promesse, c'est un petit peu notre baseline quelque part. Comment vous faites ça? Alors on le fait aujourd'hui à travers deux dispositifs, deux types d'accompagnement et un troisième qui nous intéresse spécialement aujourd'hui. Mais notre cœur de métier, c'est le bilan de compétences. Ouais. Le bilan de compétences, c'est ce qui permet à des gens de tous âges de faire le point finalement sur tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, pas que le professionnel, de savoir dans quoi ils sont compétents et surtout ces compétences-là, où est-ce qu'ils peuvent les utiliser et surtout cibler
le métier qui les intéresse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe une grande partie de notre temps au travail, si ce n'est la majorité sur notre vie. Et finalement, autant se faire plaisir quand on travaille, parce que sinon c'est une corvée. C'est vraiment le constat de départ, et on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui subissent leur travail et du coup ne sont pas bien. Ça, c'est le postulat de départ. Aujourd'hui, on accompagne des gens, donc, comme je l'ai dit, quel que soit leur âge, pour qu'ils puissent trouver leur voie grâce au bilan de compétences. On fait également de la VAE, donc qui est la validation des acquis par l'expérience, des gens qui ont peut-être été mal orientés, qui n'ont pas fait les bons choix ou qui ne sont pas allés finalement dans les bonnes études. Voilà, qui se retrouvent finalement sur le marché du travail, qui vont faire plusieurs années dans un boulot puis un autre, qui n'y retrouvent pas vraiment leur compte, ou alors qui sont surpris d'avoir trouvé une voie mais ils n'ont pas la formation de base, et à un moment donné, pour évoluer, ont besoin finalement de passer le diplôme. Mais hors de question de retourner sur les bancs de l'école, on a déjà l'expérience et le savoir-faire. Donc on va valider ses acquis finalement, non pas par la formation mais par l'expérience, mais on passe le même examen avec le diplôme. Ça, c'est les deux dispositifs phares qu'on utilise aujourd'hui pour accompagner les personnes. Mais on fait aussi un focus sur le bilan d'orientation pour les jeunes qui, effectivement, eux, n'en sont pas encore dans la vie active, sont aux portes de la vie active et se posent plus de questions que jamais à ce moment-là de leur vie. Où est-ce qu'on doit aller ? Et puis, est-ce qu'on va être heureux au niveau du boulot? Pas facile de savoir ça quand on a 15, 16, 17, 18 ans, d'autant plus que Parcoursup. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui, encore et toujours vécu comme une source de stress aussi par la majorité des lycéens? Au-delà de Parcoursup d'ailleurs, le processus d'orientation. Oui, vous l'avez dit, 83-84% des élèves estiment que ça a été un processus stressant. Et on peut que compatir en fait à ça, parce qu'effectivement, on demande à des gens tout de suite de savoir ce qui est fait pour eux. Choisir quel va être leur avenir, alors qu'en fait, ils n'ont qu'une vision que trop peu limitée de ce qui peut exister. Et on imagine ce stress qui les envahit à ce moment-là, sachant qu'on doit formuler tout de suite des vœux et qu'on va avoir des réponses qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'on attend. Très stressant. Alors, quels sont les principaux manques ou les principales défaillances, selon vous, du système d'orientation en France, auxquels vous avez quelque part voulu répondre avec Sensei? En fait, aujourd'hui, j'utilise souvent une analogie qui est celle d'un mal-être et d'un médecin. Quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de s'auto-médicamenter, de se dire, tiens, je sais pas, j'ai mal au ventre, je vais tenter de prendre ça dans les tiroirs? Quand on ne connaît pas la source du mal, des fois, on peut tenter des choses, mais on empire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va consulter un professionnel qui, lui, va faire un diagnostic et ensuite va nous aider à suivre un traitement, va nous donner un plan d'action et on ira mieux. J'utilise souvent cette analogie par rapport au bilan de compétences, parce que c'est vraiment ce diagnostic qui permet de savoir pourquoi on n'est pas bien dans sa vie professionnelle. Mais c'est exactement la même chose finalement pour un jeune qui, à ce moment-là, souffre déjà d'un mal-être professionnel. C'est le mal-être Parcoursup, celui qui doit finalement le mettre sur la voie du monde du travail. Déjà à ce moment-là, il souffre d'un mal. Et finalement, s'il essaye tout seul de se dire, tiens, je vais peut-être essayer de postuler là, et là, peut-être que là, je serai heureux, peut-être que ça soignera ce mal. En fait, à ce moment-là, déjà, on commence l'automédicamentation et la solution finalement la plus adaptée, c'est de se faire accompagner. Mais après, on peut quand même se rediriger si on sent que les études qu'on a choisies ne sont pas adaptées. Au bout d'un an, on peut changer de cap, quoi. On peut se rediriger, mais déjà, on a perdu un an, comme vous l'avez dit, et souvent, c'est des années qui sont entre guillemets gâchées, on ne sait pas quoi faire, et du coup, on perd cette dynamique, on perd cette inertie, et c'est difficile de se motiver. Et ça, c'est un point central, la motivation. C'est ce qui nous permet de se lever le matin, en fait. Si on n'est pas motivé, on n'a pas envie de se lever le matin. Et quand on fait une année, en fait, on est démotivé parce qu'on s'est trompé, la motivation, le niveau, il baisse, et après, on est dans un état où on n'a plus envie de rien faire. Et c'est difficile ensuite de s'astreindre à une rigueur, de se dire, allez, je vais me remettre dedans, essayer de savoir ce qui est fait pour moi, etc. Et on peut ensuite entamer un cursus assez long de phases où ça va être difficile de s'introduire dans le marché du travail. Est-ce que ça, c'est un problème strictement français, ou est-ce que vous avez un point de vue peut-être plus global, plus général sur ce qui se fait à l'étranger aussi? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer ici en France? Alors, une bonne pratique qui, en tout cas, une bonne volonté, je ne sais pas pour l'instant où ça en est, c'est un projet qui a été porté en Belgique d'instaurer un bilan de compétences à la sortie du secondaire, donc ça correspond à peu près à la période du lycée, pour vraiment savoir ce qui est fait pour nous, ce dans quoi on prendrait plaisir, ce qui nous motiverait, là où sont nos centres d'intérêt, nos centres de vocation, pour faire des bons choix.
Et ça, je trouve que c'est une excellente initiative. C'est quelque part ce que vous proposez, mais eux le font, ou en tout cas le feraient de manière quasiment obligatoire, de ce que je comprends, pour tous les élèves. Exactement. Et c'est ce que vous poussez, évidemment, ici en France. C'est ce qu'on pousse. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a un rapport du MEDEF, notamment, qui date d'avril, qui a fait une proposition. Il y avait 14 propositions. Et parmi ces propositions, il y avait celle d'instaurer un bilan d'orientation obligatoire dès le collège. D'accord. Pour finalement réduire le côté le décrochage peut-être scolaire. Qui a un coût aussi sociétal énorme. Et effectivement. Moi, j'ai une question par rapport aux qualités qu'on développe et qu'on a à un moment donné de son existence quand on est jeune. Est-ce que, selon les qualités, il va y avoir des métiers pour toutes les qualités? Ou est-ce qu'il va y avoir trop de gens dans le social, dans le relationnel ou dans la créativité et pas assez dans la science, etc. À votre avis, c'est compliqué comme question. C'est compliqué, à la fois oui, à la fois non, dans le sens où en fait, il y a des métiers qui peut-être ont une image très figée, et en réalité, il y a tout un spectre de compétences à l'intérieur. Je vais prendre la question à l'envers. Nous, on a souvent des personnes, par exemple, qui viennent nous voir, qui ont pendant des années opéré un travail alimentaire, par exemple caissière. Et elles ne savent pas ce qu'elles peuvent faire d'autre que ça, finalement. Alors que quand on fait le point sur toutes les compétences qu'elle a dû opérer pour être caissière, il y a le relationnel, le sourire auprès des gens, cette faculté d'arriver à entretenir une conversation, cette faculté aussi d'arriver à être rapide avec ses mains, d'arriver à faire plusieurs choses en même temps, cette faculté de peut-être être à l'aise avec les chiffres. En fait, une fois qu'on enlève juste les mots qu'il y a sur le métier caissière. Ces compétences-là, on regarde dans quoi d'autre on peut les mettre à l'œuvre. Et surtout, parmi ces compétences, qu'est-ce que tu as aimé faire, qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire. Ok, ça, on va le prendre. Il y a d'autres métiers qui sont faits pour ça. Et même si on n'a pas encore eu d'expérience professionnelle, en fait, on a fait tout un tas de choses, peut-être. On a fait du sport, des activités extrascolaires, on a peut-être fait des petits jobs aussi, d'été, ou autres pendant les vacances. Et peut-être que là, déjà, il y a des compétences qui ressortent, et puis aussi des envies, des vocations. Et là, effectivement, il y a différents terrains d'application dans différents métiers qu'on n'aurait peut-être pas pensé, mais où ce qu'on aime faire et nos compétences, elles peuvent être appliquées à ce métier-là. Bien sûr. Est-ce que, c'est intéressant, est-ce que ces bilans d'orientation sont faits par des coachs en orientation scolaire, comme ils pourraient être faits aujourd'hui dans le secteur privé par des coachs qui accompagnent les élèves? Oui, c'est ça. On peut utiliser ce mot-là, même si c'est un mot qui n'est pas forcément très bien connoté. On parle plutôt de consultant, parce que le coaching aujourd'hui est très large et trop peu encadré. Donc, en termes de qualité, le mot coach peut perdre un petit peu de son essence, même si moi, je préfère ce mot-là, parce que ça fait écho pour moi au coach sportif. Et pour parler de moi-même, j'ai déjà essayé de me mettre au sport plusieurs fois, et je sais que si on ne se fait pas accompagner par un coach, en fait, on peut se démobiliser rapidement. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, en fait, quand on y va tout seul, on achète son abonnement, mais on y va une fois, deux fois, et puis après, c'est terminé. Alors que quand on a un coach qui nous suit, qui nous motive, qui nous fait travailler sur quoi on doit travailler, et qui est en capacité de nous dire les choses et de nous motiver, c'est super intéressant. De la même manière, sur ces accompagnements, l'orientation, le bilan de compétences ou autre, il y a des coachs et des consultants dont c'est le métier, finalement, pour nous aider à discerner ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et à discerner nos compétences, et surtout à garder, sur tout le long de cette phase d'accompagnement, la motivation pour aller jusqu'au bout. On a compris que c'était la clé, effectivement. Ouais. Pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on se motive à se lever tous les matins, et Dieu sait que c'est important. Mais on va continuer à en parler ensemble, Davy, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, ça s'appelle le Zap, et c'est l'œuvre de Jean Martineau.
Retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité, Davy Depay. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le CEO de Sensei. On en parle dans un instant. On va laisser d'abord place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a toujours une idée derrière la tech. Et Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition qui fait grand bruit et qui met à l'honneur une star de l'art contemporain, on va dire les choses simplement, l'italien Maurizio Cattelan, qui dialogue avec la collection du Musée national d'art moderne. Et ça a lieu au centre Pompidou-Metz, en Moselle donc. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que le plus grand musée d'art moderne en France, le centre Georges Pompidou à Paris, eh bien, va fermer ses portes pendant a priori 5 ans pour travaux. Et du coup, pour compenser, eh bien, il multiplie les projets hors les murs, et un des premiers en date est l'exposition Dimanche sans fin, qui a lieu donc à Metz et qui ne manque pas d'ambition. Elle rassemble, cette exposition, plus de 400 œuvres issues des collections parisiennes, parmi lesquelles le mur d'André Breton, des œuvres du dadaïsme ou du surréalisme de Miro, par exemple. Et tout ça, eh bien, elle les met en dialogue avec 40 œuvres de Maurizio Cattelan. Dont on reconnaît la fameuse banane qu'on a vue d'ailleurs dans la vidéo. Là. Exactement, dont on m'a parlé il y a quelque temps. C'est en effet son fait d'armes de Maurizio Cattelan. C'est cette banane adjugée $6 millions aux enchères, pied de nez, et en même temps qu'illustration de la folie du marché de l'art. Mais son œuvre ne se limite pas évidemment à ça. Parmi ses pièces les plus connues, on peut évoquer le pape Jean-Paul II mis KO par un astéroïde, ou sinon une sculpture représentant Hitler, oui, mais à taille d'enfant, agenouillé dans un geste de prière, ou encore sa série de chevaux taxidermisés, mais qui rappelle donc ces trophées d'animaux accrochés au mur, mais donc chaque fois on est dans le recours aux inversions, alors donc des animaux trophées ici, mais du bien, ou sinon de l'enfance. On est sur l'utilisation d'images partagées par tous, et aussi la présence simultanée du tragique et du comique. Alors, on ne voit pas à Metz uniquement des œuvres de Maurizio Cattelan, de ce que je comprends, c'est aussi une mise à l'honneur des collections du centre Pompidou Paris, c'est ça? Absolument, et ce, sous le signe de dimanche. On rappelle que l'exposition s'appelle Dimanche sans fin. Et donc, pourquoi dimanche? Eh bien, dimanche, c'est ce jour un peu particulier, c'est ce jour de loisirs, c'est ce jour de flânerie ou de recueillement depuis le IVe siècle, sous l'empereur Constantin, premier empereur romain catholique. Donc c'est là que ça devient un jour de recueillement, un jour off. Et en fait, si aujourd'hui, eh ben, on va au cinéma, par exemple, on voit ici une œuvre qui est au début de l'exposition du sculpteur Georges Segal, ou si on va au musée d'histoire naturelle le dimanche, ici, ce qu'on voit, eh bien, ce n'est pas un dinosaure, c'est un chat domestique de 8 mètres de haut, un gentil matou. C'est une œuvre de Maurizio Cattelan intitulée Félix. Si on peut faire tout ça, et qu'on n'est plus forcément à l'église, ou quand on est ouvrier, paysan, qu'on n'est plus dans le travail, parce que là, à ce moment-là, c'était tous les jours, eh bien, c'est grâce notamment au combat fait par le Front populaire dans les années 30 en France, dont témoigne un peintre, Fernand Léger, avec une toile intitulée Les loisirs, qui montre une gentille pose au sein d'une balade à vélo, en famille, mais nous rappelle eh bien, que ces loisirs donc, ont été gagnés à force de combats auxquels Fernand Léger a participé. C'est donc un jour qui porte des sujets un petit peu plus sombres aussi. Oui, le dimanche, par exemple, aux États-Unis, c'est le jour où on achète le plus d'armes. Et une salle de l'exposition en témoigne. Ici, on voit un ensemble de panneaux en or alléchant de Cattelan, mais dont on s'aperçoit qu'ils sont criblés de balles. Et une table vouée à accueillir le dialogue des nations. Il y a des chaises venues de tous les pays du monde, mais dont le dialogue, on le voit ici, est impossible parce que ces chaises sont encastrées dans la table, et aussi cette table étant lévitation. Difficile donc de s'asseoir pour discuter. C'est clair. C'est donc en fait tout l'éventail du rapport de l'homme à ces plages de non-travail du dimanche qui sont explorées ici. Alors pourquoi ce dimanche est sans fin? Alors, c'est peut-être justement une métaphore
selon mon avis, du musée. C'est-à-dire que c'est comme si au musée, en fait, les œuvres étaient figées dans un dimanche, un jour donc en dehors du cours du monde, un dimanche pour l'éternité, sans fin. Et cette exposition, elle réfléchit énormément à ce que c'est qu'un musée, et notamment à travers une œuvre, et je finirai avec celle-ci, une œuvre ou un ensemble, c'est le mur d'André Breton qu'on a vu au tout départ. Le mur d'André Breton, c'est un ensemble donc d'œuvres et d'objets constitués par le fondateur du surréalisme, où des masques, des masques extra-occidentaux côtoient des pierres de rêve, des toiles surréalistes, et ça rappelle en fait les origines du musée qui sont ces cabinets de curiosité à la Renaissance. Et ce que cherchait en fait Breton et Catellane après lui, c'était bien justement ces étincelles poétiques, ces associations qui en fait nourrissent l'œil à l'état sauvage, comme le disait André Breton. Bref, vous pouvez voir l'exposition pendant 2 ans. Donc c'est long, mais ne tardez pas parce que sinon vous allez oublier. Et c'est à Metz et la ville est absolument magnifique. Magnifique. Très belle cathédrale. Ça, je suis bien d'accord. Ça vaut un petit aller-retour. Et Exactement. Ça donne accessoirement particulièrement envie. Et comme quoi, si on veut devenir riche, on pose une banane. Pose une banane, exactement. Avec un petit bout de scotch et 6 millions d'euros. 6 millions dans la pocket. Ça fait jamais de mal. C'est pas la peine de faire un bilan de compétences pour ça. Justement, on va continuer à en parler du bilan de compétences avec notre invité. Deuxième partie du talk tout de suite. Oui, bilan de compétences, Parcoursup, orientation, tout ça, c'est au programme. Toujours de notre émission avec vous, Davy Depay. Vous êtes donc toujours, vous n'avez pas changé depuis le début de l'émission, fondateur et CEO de Sensei. Sensei, vous avez lancé un podcast, je crois, là, il y a quelques jours, pour parler de ces enjeux d'orientation. Exactement. En fait, c'est un podcast qui est basé sur la notion de bien-être. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet d'actualité, le bien-être, la santé mentale, notamment au travail. Et effectivement, on a souhaité, alors le podcast s'appelle « Enquête de sens professionnel », avec le jeu de mots sur « enquête », parce que c'est une vraie enquête. Il faut investiguer pour savoir comment trouver le bonheur, notamment dans le cadre du travail, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et donc, on peut retrouver ce podcast donc, sous le nom le podcast du Sensei, donc sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. On peut le retrouver sur YouTube également. Et effectivement, on va avec des invités, un petit peu comme autour de cette table, cette fois-ci en version audio, mais des spécialistes, des professionnels. Ça peut être du monde du travail, des RH, ça peut être des psychologues du travail, ça peut être des coachs, des consultants. On va discuter de sujets majeurs qui touchent le bien-être au travail. À quel moment, selon vous, on devrait commencer à parler aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de sujets d'orientation personnelle, professionnelle Vous me dites que c'est tout au long de la vie, mais pour les plus jeunes d'entre nous qui regardons peut-être cette émission, à quel moment on doit se poser la question ? Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, disait mais il faut commencer dès la maternelle. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ce que j'allais dire. Alors effectivement, ça a fait polémique sa déclaration. Moi, je suis pas loin de la rejoindre. Alors la maternelle, effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt, bien que j'ai souvenir que dans mon enfance, il y avait les parents d'élèves qui venaient présenter leur métier. Bien sûr. C'est déjà, finalement, une première sensibilisation à l'orientation, et je pense que ça devrait être quelque chose qui... Ça varie, oui, de pompiers, tous les métiers astronautes, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et on devrait, en fait, dès le plus jeune âge, commencer à parler des métiers. Alors, proprement parler, rentrer dans la thématique de l'orientation, peut-être par le biais de bilan d'orientation, à partir du collège, en tout cas, Sensei soutient cette proposition de recourir à un bilan d'orientation dès le collège. Donc, proposition qui est faite par le MEDEF. Oui, qui est faite par le MEDEF. Donc, c'est un rapport qui est intitulé « Un jeune bien orienté, un succès pour tous ». Et effectivement, un jeune qui est bien orienté, qui va trouver de la motivation, du plaisir, on l'a dit tout à l'heure, dans la poursuite de sa carrière, c'est un jeune qui va éviter le décrochage scolaire et qui va aussi rapidement s'insérer dans le monde du travail. Il va y avoir une fluidité finalement, et donc c'est bon finalement pour tout le monde quelque part. C'est un coût juste pour le jeune, pour l'ado ? Alors en fait, pour ses parents surtout. En fait, il y a deux choses. Il y a des conseillers d'orientation, mais ils sont de moins en moins présents, pas toujours accessibles. Les CPE qu'on a dans les lycées, dans les collèges, c'est ça ? Le CPE, c'est encore différent. Le CPE, c'est pour l'administratif. Pardon, je parle effectivement de moi, mais moi, le CPE était aussi conseiller d'orientation parce qu'il n'y avait pas de conseiller d'orientation dans mon lycée. Voilà, vous avez tout à fait raison. Vous venez de le souligner. Ouais. C'est assez inégal. Parce que dans certains lycées, dans certains collèges, effectivement, certains ne vont pas avoir accès à ce type d'accompagnement. Donc effectivement, aujourd'hui, il existe des accompagnements d'ordre plus ou moins privé. Et effectivement, les parents peuvent bien évidemment payer cet accompagnement pour leur enfant. Mais encore une fois,
ces accompagnements vont permettre aussi par la suite à l'enfant, aux jeunes, finalement d'être beaucoup plus... d'avoir un projet beaucoup plus élaboré. Avec, Et finalement, tout ça, c'est aussi du temps de gagner. Parce que les études aussi, ça peut coûter cher aussi à terme. Donc, encore une fois, il y a une notion d'investissement et de retour sur investissement. Est-ce que comment vous gagnez des sous aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, effectivement, c'est un accompagnement qu'on fait payer. Effectivement. C'est ça. Voilà. Quelles sont les erreurs classiques que vous observez aujourd'hui dans les jeunes qui veulent s'orienter? Est-ce que c'est je veux faire la même chose que papa, maman? Est-ce que c'est en fait, j'ai pas forcément les compétences et donc je me mets des barrières, je me mets des freins? Alors, je veux faire comme papa-maman. Effectivement, c'est un peu la voie par dépit parce que c'est souvent la seule relation qu'on a au travail. C'est les parents, c'est eux qui parlent de leur travail. Et du coup, par défaut, parce que peut-être qu'on n'est pas assez immergé dans ces démonstrations de travail ou ces immersions en stage, etc., effectivement, on va aller un peu comme un aimant vers le travail de papa ou maman. D'ailleurs, le stage d'entreprise, des fois, on va le faire dans l'entreprise de papa ou de maman. Mais ça ne peut marcher que rarement, parce que finalement, on y va par dépit. Je pourrais donner un conseil éventuellement à tous les jeunes qui regardent ce programme, cette émission, c'est d'être curieux. La curiosité, c'est une qualité qu'on retrouve de moins en moins, mais nous compris, parce qu'en fait, l'accès à l'information, il est de plus en plus rapide. Grâce à l'intelligence artificielle, encore plus. On a besoin d'une info, on va la chercher. Mais du coup, quand on n'en a pas besoin, on ne va pas la chercher parce qu'on sait qu'elle est accessible. Donc, c'est un frein à la curiosité. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, comment je pourrais être curieux par rapport à l'orientation? Tout simplement poser des questions aux personnes qui travaillent. Dans la famille, on a forcément des oncles, des tantes, des cousins, des amis de la famille, des voisins qu'on côtoie. On peut simplement leur poser la question, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton travail? Parle-moi de ton travail. On aura déjà un rapport au boulot qui pourra nous orienter peut-être sur des choses qui sont accessibles à notre portée. Et puis j'imagine que vous soulignez aussi dans le cadre de vos accompagnements, et c'est ce que vous faites quelque part dans ce que vous venez de dire, c'est la puissance du réseau. C'est commencer à se construire dès le plus jeune âge un réseau. Est-ce que vous invitez aussi les jeunes à se créer un compte sur un réseau social professionnel, par exemple, bien connu, justement à sortir aussi et puis à créer, tisser tous ces liens dans le monde professionnel? Exactement. Ça, c'est des choses qu'on peut totalement réaliser, qui sont à la portée de tous. Les réseaux sociaux professionnels, bon, il y en a un qui est bien plus connu que d'autres, mais ça a le mérite, en tout cas, de nous envoyer des informations qui, elles, sont à caractère professionnel. Sur les réseaux sociaux, même qui n'ont pas forcément vocation à être professionnels, il y a aussi des comptes qu'on peut suivre, qui sont des comptes d'orientation, où on nous parle de boulot, qui peuvent nous ouvrir aussi un petit peu l'esprit par rapport à ça. Et nous, au sein même de l'accompagnement du bilan d'orientation, on a toute une phase qui s'appelle la phase d'investigation. On va pousser à cette curiosité, finalement, pour aller trouver des choses qui, effectivement, peuvent parler à l'enfant ou à la personne qui est accompagnée. Enquête de soi, enquête sur soi, on aura bien compris le jeu de mots aussi de votre podcast. Ça s'appelle Sensei. Merci beaucoup, en tout cas, David, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus. On va à Metz? Ouais, je serai toujours la bienvenue aussi. Bien sûr, ça me toujours. Merci. Vous êtes, on ne peut pas le dire aux autres, mais vous êtes ma chroniqueuse préférée, comme tous les autres. Évidemment, c'est ce que je dis à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. À Edouard Degnot d'avoir été le producteur de cette émission aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve demain, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.